virtuelle de l'Association des stations de ski du Québec. Ce matin, nous allons discuter des ressources humaines, en particulier avec la pandémie qui nous touche depuis la mi-mars. Comment communiquer et permettre à vos équipes d'être performantes? Quelles sont les meilleures pratiques pour bien communiquer avec vos équipes? Avant de débuter et de présenter notre conférencier, quelques consignes pour vous. Donc, vous pouvez en tout temps lever la main pour poser une question ou sinon utiliser la bulle conversée dans le bas de votre écran pour poser une question à notre conférencier. Donc, bienvenue Éric. Je te présente fondateur de Humana Conseil, psychologue organisationnel et conseiller en ressources humaines agréé. Il possède plus de 25 années d'expérience en gestion des ressources humaines ainsi qu'en psychologie appliquée en milieu de travail. Donc, Éric, bienvenue, puis bonne conférence à tous. Bien, merci. Donc, pour débuter, merci pour l'invitation. Merci de me donner la chance de pouvoir interagir avec vous, avec tout le monde qu'on a ce matin. Comme ça a été présenté à la base, j'ai plus de 25 ans d'expérience dans mon domaine d'expertise. Et puis, j'interviens, Josée, là, la présentation n'est pas là, c'est-tu correct? Bien, je te laissais te présenter. Merci, c'est bien gentil. Donc, Éric Provencher, je travaille principalement au niveau de l'accompagnement d'équipes, fonctionnement d'équipes, autant des équipes qui vont bien que des équipes qui vont moins bien. Je vous dirais, si on parle de ce sujet-là ce matin, c'est que, bien entendu, j'ai pu côtoyer beaucoup de personnes et beaucoup d'équipes. J'ai constaté que, bien entendu, comme vous, la période entourant le COVID, entourant effectivement la crise sanitaire, appelons-la comme ça aussi, les premières étapes, les gens, vite, ça a été un branle-bas, il a fallu réagir, il a fallu prendre des décisions en urgence. Il a fallu installer les gens rapidement aussi pour travailler à distance. Parfois, il fallait maintenir des opérations, néanmoins, prendre des décisions conséquemment. Et je sais que ça a été difficile et complexe. Et là, ce qu'on se retrouve graduellement, c'est que je vois des gestionnaires ou des équipes qui sont un peu plus essoufflés, un peu plus fatigués de tout ça. Et bien entendu, autant les premières préoccupations étaient très techniques, donc est-ce qu'on a un lien, comment informatiser, est-ce qu'on s'organise adéquatement au niveau du mode de fonctionnement? Autant maintenant, on est un peu plus à l'heure de faire un genre de petit bilan et de se questionner, est-ce qu'on fonctionne adéquatement? Est-ce qu'on a les bons outils, les bonnes façons de faire? Et c'est là que ma conférence s'inscrit ou mon webinaire s'inscrit dans le sens que j'ai offert cette formation-là via webinaire, mais en personne également, mais aussi avant la période du COVID. Et bien entendu, je l'ai adaptée lors de la période du COVID. Donc, cette formation-là, je l'ai offerte à plusieurs endroits et particulièrement à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec, dans le but de justement donner des outils pour la gestion à distance. Et la particularité, si je la nomme comme ça, c'est un peu comme je viens de le faire, c'est associé au fait qu'on est dans la période de COVID. Et là, vous devez adopter maintenant une forme de posture, un positionnement. Je dis souvent aux gens, ben là, dans le fond, c'est un marathon. Concours, c'est pas du tout un sprint, c'est plus un 100 mètres. Vous aviez l'impression que c'était un 100 mètres, mais là, effectivement, les périodes de retour au travail, bien qu'elles s'annoncent graduellement, ne sont pas tout à fait là. De toute façon, ça ne sera pas tout le monde non plus. Il va falloir ajuster, en gros, qui retourne pas. Et donc, il faut calculer nos énergies. Quiconque a déjà fait de la course de grand fond, puis à la blague, je dis souvent, c'est un 42,2 km, mais je dis le point 2 n'est pas au début, est à la fin. Dans le sens que c'est toujours, il faut calculer notre énergie, il faut trouver la bonne façon de gérer ça. Et le but de ma formation, c'est de revenir sur les principes clés de gestion d'équipe. Donc, c'est sur les fondements et sur comment gérer effectivement les équipes dans ce contexte. Donc, oui, José, on peut plonger, s'il vous plaît, avec la présentation. Donc,
Le titre n'est pas anodin. Gérer à distance la gestion d'équipe au secours de la technologie. Comme je l'ai verbalisé tantôt, la conférence existe depuis 2 ans environ. Et puis, au début, c'est que pour avoir accompagné des équipes qui faisaient déjà de la gestion à distance, donc multi-sites ou des gens avec télétravail, c'est que bien souvent, l'enjeu que je voyais, le premier réflexe, c'est les outils technologiques, un peu comme ce qui s'est produit dans la période du COVID. Et là, les gens, ils vont avec effectivement quelques conseils rapides, bien se présenter, notre fond d'écran, est-ce qui est correct, mais c'est vraiment du technique. Et lorsqu'on parle de gestion d'équipe, c'est là qu'on doit adopter une posture davantage. On peut tourner la page, s'il vous plaît. Donc, oui, on peut défiler les objectifs. Donc, ce que je vais faire avec vous ce matin, c'est identifier les principes clés de la gestion d'équipe. C'est définir une gestion d'équipe à distance autrement, donc comment on peut gérer ça, et établir des modes de fonctionnement optimal ou un mode de fonctionnement optimal pour les équipes à distance. Si on tourne la page encore, s'il vous plaît. Au niveau du contenu, c'est segmenté en 4 sections. Une équipe, ce n'est pas une fin en soi. Je trouve important dans le contexte de gestion d'équipe de vous ramener sur des principes clés d'équipe. Bien entendu, je ne passerai pas énormément de temps. Le but, ce n'est pas de passer tout le temps là-dessus, mais c'est important parce que de parler de principes ou de concepts d'équipe, parce que c'est là-dessus que je vais vous ramener pour redresser ou pour guider vos équipes un peu plus. Après ça, on va parler de votre positionnement en tant que leader. C'est quoi le leadership d'équipe et la distance et la gestion à distance. Et après ça, quelques recommandations pour améliorer l'efficacité des équipes à distance. Donc, merci de tourner la page. Donc, un principe de base, c'est qu'une équipe, c'est un processus vivant. Donc, vous avez effectivement une équipe à un jour X. Ce n'est pas dit que cette équipe-là va être la même équipe rendue au jour Y. Il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent. Il faut gérer une équipe. On peut accompagner la maturité d'une équipe. Et c'est ce que je vais vous présenter là, au niveau des façons de faire. Donc, on peut tourner la page. Donc, c'est quoi une équipe? Donc, une équipe, c'est un regroupement de personnes qui cherchent à atteindre un objectif commun, qui sont interdépendantes. Donc, cherche à atteindre un objectif commun. Je vais vous revenir souvent avec le mot interdépendance également, vous allez voir. Communiquent et interagissent les unes avec les autres, se perçoivent comme membres de ce groupe. On peut tourner la page. Merci. Donc, interagissent de manière structurée. Donc, il y a des mécanismes, il y a des façons de faire, ne serait-ce que les rôles et responsabilités, les processus de communication qui sont là. Et on se donne des normes en bon québécois, des do's and don'ts, les choses à faire et à ne pas faire. Les gens s'influencent mutuellement, puis essaient de satisfaire certains besoins personnels, physiques et psychologiques, au moins de cette association-là. Cette formation-là, je donne une formation sur la gestion d'équipe à l'Université Laval depuis plus de 10 ans. La référence date déjà d'un petit bout, mais je dois vous avouer qu'à chaque année, je fais une revue de littérature. Puis, la meilleure définition, celle qui me colle le plus à la peau dans les faits compte tenu de ma pratique, c'est celle-ci. Et vous avez compris qu'il y a de nombreux facteurs, hein, objectifs communs, interdépendance, interagissent de façon structurée, s'influencent mutuellement. Je vois des équipes, des fois, les gens me disent, Éric, on est une équipe, mais dans les faits, ce n'est pas nécessairement le cas. Les gens fonctionnent de façon interdépendante et n'ont pas nécessairement d'interaction entre eux. Vous allez voir, on va parler d'interdépendance, comme je vous l'ai mentionné, et je vais y revenir. Donc, on peut tourner la page, s'il vous plaît. Donc, mais pourquoi travailler en équipe? Bien, pour ce qu'on appelle la fameuse synergie. C'est un petit terme qui vient de la biologie, qui dit dans les faits 1 plus 1 égale 3. Donc, c'est que par la mise en commun du travail de plusieurs personnes, on développe une productivité, une forme de synergie supplémentaire. Et c'est ça qu'on va chercher. Donc, on va voir de quelle façon on peut y aller avec quelques pistes. Donc, merci de tourner la page. C'est une petite image, le fun, que je trouvais cute, là, qui fait sourire. On a 3 souris devant un labyrinthe. Bien entendu, les 3 veulent atteindre le fromage. Si elles y vont par elles-mêmes, individuellement, elles peuvent avoir de la difficulté à le trouver. Elles décident plutôt de se concerter, donc de former une forme de synergie. Probablement, de leur petite concertation, sort la solution qu'on a devant les yeux, donc se mettre sur les épaules et voir le résultat de chacune.
Donc, la synergie est décrite d'une très bonne façon par cette petite image. On peut tourner la page, merci. Je vais vous présenter 3 processus clés. Saint-Arnaud 78, pourquoi? Pour ceux qui connaissent un peu aussi la psychologie des équipes de travail, Saint-Arnaud, c'est un professeur de l'Université de Sherbrooke qui a beaucoup réfléchi il a passé sa carrière à ça. Et lui, à la base, résumait en 3 processus importants. Donc, le premier, c'était la production. Une équipe, ça produit, ça doit produire. Il y a aussi un processus de solidarité, il y a des processus sociaux. Donc, l'air de rien, lorsqu'on travaille en équipe, on a aussi un besoin social à satisfaire, donc d'interaction, de mode de fonctionnement. Et aussi un processus d'autorégulation. Donc, c'est quoi? En bon québécois, c'est de trouver la bonne façon pour fonctionner ensemble, pour que ça fitte, pour que ça marche bien. Je vais encore là vous parler d'autorégulation. Je vais vous revenir avec le mot autorégulation à quelques reprises dans la conférence. On peut tourner la page. Donc, une équipe, c'est ne pas espérer trop rapidement. Comme je vous disais tantôt, c'est un processus évolutif, un peu comme un être humain qui est à l'enfance, l'adolescence, pas parce qu'on pose vite qu'il va passer plus rapidement à l'adolescence puis à l'âge adulte, parce qu'on fait les équipes, on fait souvent un parallèle avec ça pour les degrés de maturation, mais c'est un processus qu'on peut quand même influencer et intervenir dessus. Et là-dessus, je vais vous donner quelques pistes. Donc, on peut tourner la page. Donc, le premier élément qu'on doit retenir, c'est qu'une équipe, il y a des stades de développement. Il y a 4 stades en gros. Le premier, puis pour bien vous positionner par rapport à ça, essayez de penser à une équipe de travail dans laquelle vous connaissez personne, là, ni dev ni d'Adam. Ça peut être il faut remonter à la période d'avant COVID probablement, mais pensez peut-être à un groupe de loisirs ou à un groupe d'accompagnement pour vos enfants ou peu importe. Au début, tout ce que l'être humain souhaite ou le membre de l'équipe souhaite, c'est être inclus. On est dépendant du gestionnaire, du leader, et on veut être inclus. Également, on a bien peur de la part du rejet. Les gens veulent être acceptés, donc on se présente sur nos meilleurs jours, on essaie de faire des petites blagues, on essaie d'être accepté dans le groupe. C'est le premier critère. Le deuxième, si on peut changer, merci. Le troisième aussi, on apprend à se connaître graduellement. Donc, il y a partage de l'information, on se définit et il y a une conformité au but et au leader. À ce moment-là, on se conforme énormément au leader et on s'attend à ce que le leader soit présent. Pourquoi je vous parle des stades d'équipe? C'est qu'on dit que même si on vit une équipe, puis que l'équipe se trouve, disons, au stade 2, au stade 3 ou même au stade 4, il suffit qu'on change quelques membres ou même un membre, parfois dans l'équipe, qu'on change le leader ou qu'il y ait un changement au niveau du fonctionnement de l'équipe. Et là, je vous parle des stades d'équipe parce qu'à mon avis, pour plusieurs équipes, ce qui s'est passé avec la période de la crise sanitaire a provoqué suffisamment de changements pour revenir en quelque part au niveau de la logique des stades d'équipe et vous allez voir particulièrement au stade 2. Donc, on peut continuer à changer la page, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux leaders au stade 1? C'est une présence sur le terrain, écouter, recueillir les préoccupations. Rappelez-vous quand rapidement il y a eu effectivement la volonté là, ou la nécessité plutôt là, forcée d'aller en visioconférence ou de travailler à distance. Bien, vite, il fallait recueillir les besoins de tout le monde, être à l'écoute, il fallait aligner l'équipe, il fallait essayer de travailler des choses, mais dans le fond, ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est effectivement offrir une bonne présence, une bonne écoute, écouter les préoccupations des personnes, aligner l'équipe et créer l'interdépendance. C'est que là, on demande au leader d'être présent. On demande au leader en bon québécois, au gestionnaire, de caler la shot un peu plus. Mais, oui, être à l'écoute, mais en même temps, être capable de donner la direction lorsque les gens ne la connaissent pas. Donc, c'est pour ça que je dis aligner l'équipe et créer l'interdépendance, vision, mission et les valeurs. Dans le fond, gang, avant le COVID, on fonctionnait comme ça. On va réajuster telle affaire, on va procéder ainsi maintenant. Voici, on va avoir des réunions d'équipe le lundi au lieu du mardi ou le mercredi ou peu importe. On va faire telle affaire au niveau des opérations. On s'enligne. Donc, on demande au leader d'être là et de jouer ce rôle-là. On doit aussi travailler l'informel, créer des liens. C'est-à-dire que l'air de rien, on a brassé la cacane, on a changé un petit peu toutes les façons de faire.
Puis, il faut rétablir les modes de communication. Bien entendu, vous l'avez bien vu, le Zoom, si vous fonctionnez Zoom, WebEx, peu importe le médium, ce n'est pas la solution à tout, ce n'est pas la solution magique. Il faut trouver des façons de compenser l'informel. C'est-à-dire tout ce que vous aviez comme rencontre, comme discussion, ne serait-ce qu'en allant à la toilette, vous rencontriez telle personne, vous jasiez de tel dossier, en allant à la cafétéria, en allant à l'auto en fin de journée, peu importe, on doit compenser l'informel. On doit trouver une façon de recréer des liens pour compenser ça. Et bien souvent, on doit travailler des petits ateliers de travail, impliquer plusieurs sites, définir qu'est-ce qu'on veut comme mode de collaboration, parce qu'encore là, on fonctionnait d'une façon donnée quand on était sur le terrain. Mais là, comment on gère ça, la collaboration, quand on est multisite, quand on est en visioconférence, tout le monde est dans son bureau, dans son salon, à la maison, ou dans son sous-sol. C'est pas évident de recréer l'interdépendance, donc il faut créer des occasions de le faire. Et donc, pour ça, parfois, faire des jumelages entre les personnes ou entre les sites. Donc, dire, moi, je m'attends à ce qu'Anne-Marie et Jean-Claude travaillent sur tel dossier. Chantal, habituellement, tu travailles tel dossier un peu plus par toi-même. Est-ce que tu penses que tu pourrais travailler un peu plus avec Julie? Il y a tel aspect que je vais être sûr qu'on n'échappe pas. Donc, provoquer un peu plus d'occasions. Jouer votre rôle de leader pour provoquer des situations. Autrement, ce que je constate pour plusieurs, du moins peut-être pas pour tous, mais c'est que les gens travaillent beaucoup en silo actuellement. Les gens ont comme une facilité de travailler dans leur affaire. C'est comme s'ils ne voient personne autour d'eux parce que je suis tout seul dans mon sous-sol, je suis tout seul dans ma cuisine. Bien, je vais travailler mes choses. C'est comme s'il y a quelque chose qu'il faut provoquer davantage. Donc, planifier des rencontres entre vous aussi, ça fait partie de votre rôle de leader pour le stade 1. Si on peut changer, s'il vous plaît. Donc, merci de changer de page. Ah, parfait. Le stade 2, on est davantage au stade d'affirmation, le stade d'affrontement. Le stade 2, c'est autant au stade 1, les gens n'ont pas affirmé leur individualité, autant au stade 2, et je ne serais pas surpris que plusieurs d'entre vous se retrouvent actuellement au stade 2. Au stade 1, c'était le branle-bas, vite, 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 il faut qu'on s'attache, je veux que ça marche, je ne m'en fâche pas d'un fleur du tapis, je m'assure d'être branché, je m'assure d'avoir des choses à faire, ou du moins que mon équipe ait des choses à faire. Mais là, au stade 2, oups, apparaît un petit peu plus les choses qui fonctionnent moins bien. Et je vous dirais, si votre équipe était déjà au stade 2 avant même qu'il y ait toute cette démarche-là ou cette situation-là de COVID, il y a des chances qu'elle soit encore plus dans le stade 2. Donc, s'il y avait déjà des conflits, je vois des équipes, moi, qui même si ça fait 15 ans, 10 ans, les gens sont encore malheureusement dans le stade 2. J'accompagne des équipes là-dessus pour régler des conflits, régler des vieilles histoires, pour qu'on puisse partir à autre chose. Donc, la façon de gérer, bien entendu, c'est de vous, en tant que leader, de nommer les comportements acceptables et les comportements non acceptables. Donc, oui, ça peut arriver qu'on est impatient, oui, ça peut arriver que ça fonctionne un peu moins bien, mais je m'attends à ce qu'on ne se crie pas après. Je m'attends à ce qu'on ne s'envoie pas promener. Je m'attends à ce qu'on fasse attention dans le but de trouver des pistes de solutions ensemble plutôt que de jeter de l'huile sur le feu, puis finalement que le feu prenne après la cabane. Dans le fond, parce que beaucoup de situations d'équipe sont un peu comme moi, ce que j'appelle un feu de forêt, dans le sens que il y a souvent, quand j'interviens dans les équipes, plusieurs petits, ceux qui connaissent un peu les feux de forêt, il y a rarement, oui, parfois un gros feu, mais il y a souvent plusieurs foyers d'incendie. Et donc, le but, c'est de ne pas en créer des nouveaux pour créer une situation de conflit d'équipe. Donc, on doit nommer nos attentes comportementales et nos attentes de fonctionnement, et c'est un peu votre rôle avec l'équipe de vous assurer que ça fonctionne adéquatement de ce côté-là. On peut tourner la page, s'il vous plaît. Donc, on s'attend à gérer les problèmes, nommer les malaises, ne pas attendre. Le meilleur allié d'un conflit, c'est le temps. Des fois, on voit beaucoup de situations. J'ai à intervenir dans des situations où je vois que le gestionnaire aurait pu ouvrir une, deux, trois, parfois 5, 6 portes. Ça n'a pas été fait. Donc, des fois, c'est de le nommer. Oups, gang, on a du sable dans l'engrenage. Je sens des tensions quand on se rencontre. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Comment on travaille ça?
Et souvent, ça permet, là, bien souvent, là, de parler des vraies choses. Donc, il y a une volonté d'action, mais aussi de responsabilisation de la part de vous, mais de la part des personnes aussi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on s'attend à le nommer correctement, adéquatement également. Il y a des façons de se faire des feedbacks, il y a des façons de se nommer les choses pour que ça aille bien. Donc, vous devez aussi, de votre côté, rappeler des attentes de comportement. Donc, je m'attends à ça. Je m'attends à ce que, oui, on peut avoir des tensions, trouver des difficultés, mais je m'attends à ce qu'on fasse attention à la façon qu'on se le dise. Donc, des échanges sur comment on se dit les choses, comment fonctionner ensemble. On est vraiment à cette étape-là pour plusieurs équipes, puis se dire, bon, ben, on a un marathon à courir, on pensait que c'était un sprint, là, finalement, ils nous annoncent parfois septembre, parfois un peu plus tard pour certaines activités. Comment on fonctionne là-dedans? On peut changer la page, s'il vous plaît? Donc, après ça, au stade 3, quand on a commencé à rétablir les canaux, les choses commencent à fonctionner adéquatement entre nous. Si l'étape 2 est bien canalisée, on trouve la confiance au sein de l'équipe. Le mot confiance, pour lire souvent sur le sujet, si je ne vois pas 238 fois le mot confiance dans un livre, j'en vois pas une fois. Donc, à la base, c'est comment établir les modes de fonctionnement, tant au niveau structurel qu'au niveau relationnel, qui nous permettent d'établir la confiance entre nous et comment développer les bonnes normes de fonctionnement, mais pour ça, il faut qu'on s'en parle. Donc, oui, il y a peut-être des enjeux de statut, de pouvoir et d'influence. Ah, pourquoi Mario a plus de facilité avec le DG ou avec la directrice des ressources humaines ou même avec le patron tout court? Bien, essayer de voir comment on peut travailler ça et s'assurer de se parler des vraies choses pour revenir à la base, une équipe qui est en confiance et en mode de fonctionnement adéquat. On a compris qu'au stade 3, on a trouvé un équilibre. On n'est plus tant en chamaillage que maintenant, on est capable de fonctionner ensemble. Si on change la page, s'il vous plaît. Là, je suis conscient que je vais rapidement, mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Vous pourrez me poser des questions si vous le voulez, là, parce qu'il y a une période de questions, pardon, prévue à midi, période de 15 minutes. Donc, je vais aller assez vite. Le stade 3, on prend régulièrement le pouls de l'équipe. On est près de l'équipe. On clarifie les responsabilités encore là. Vous jouez votre rôle d'animateur de vie d'équipe, donc de vous assurer que l'équipe s'attache bien ensemble et on valide le droit à l'erreur dans l'action. Donc, on les responsabilise, on leur donne le sens d'initiative, donc le droit à l'erreur dans l'action. On passe au stade 4. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de connaître le stade 4, la performance, c'est l'équipe, dans le fond, un peu pour les plus âgés, vous allez comprendre, c'est un peu Guy Lafleur et Steve Schott qui sont sur la glace, qui se font des passes sans même se regarder. L'exemple trahit mon âge, je le sais, mais néanmoins, c'est quand même l'exemple. On voit aller l'autre équipe, on voit aller l'équipe, on connaît nos joueurs, on est en mode de fonctionnement et effectivement, on travaille de cette façon-là. Attendez, est-ce que j'ai vu passer une question? Ah, ben on pourra y revenir tantôt, là. C'est une grosse question qui a été posée par M. Lapointe. Oui, je vais y revenir tantôt, mais effectivement, la confiance est difficile. Je dis que je vais y revenir tantôt, là, mais je vais me permettre de continuer parce que vous allez voir, je vais vous donner d'autres outils qui vont venir peut-être vous donner plus la chance d'établir la confiance au sein de l'équipe parce que je l'ai nommé clairement dans les stades de l'équipe, vous avez un rôle de leader à tenir et je vais aborder des logiques de leader tantôt là, dans quelques minutes. On peut changer la page, s'il vous plaît. Donc, le stade 4, qu'est-ce qu'on s'attend? Ben oui, donner de la reconnaissance à vos équipes. Faites une forme de dosage de la présence, mais ce que j'entends des fois, c'est pas parce qu'une équipe va bien, pardon, qu'on doit la laisser aller tout seul. Je veux juste aussi, toujours dans la logique d'amélioration, être présent dans le formel et l'informel, comme je vous l'ai nommé tantôt. Dans les documents, après la conférence, Mme Cusson va vous faire suivre un petit questionnaire sur les stades d'équipe. Donc, ça va vous permettre d'évaluer où se trouve votre équipe. Ça, c'est un exercice, un petit test que j'ai pris dans un livre. Donc, ce n'est pas parfait comme test, mais ça donne une petite idée. Et aussi, je donne plus d'informations sur les stades d'équipe. Donc, c'est un document de référence là, que je me suis inspiré, puis que je vous envoie un peu plus d'informations. Donc, vous allez le voir, là, vous allez avoir plus de données. Vous allez avoir aussi accès à la version PDF de la conférence.
Donc, c'est un cadeau que je vous fais parce que je sais qu'en 1 et quart, c'est pas facile. Il y a beaucoup de notions. Et moi, je suis le type de formateur qui aime en mettre beaucoup, en donner beaucoup, pour qu'après ça, ben, que donner mes documents puis que les gens, après ça, puissent maturer ça un peu plus. On peut tourner la page, s'il vous plaît. Donc, en résumé, voici ce que vous avez devant les yeux. Ça résume les stades de développement d'équipe. Donc, au début, on voit dans le bas, ça doit être un Français de France là, qui a fait ça, du forming comme du shipping, là, se connaître les uns et les autres, storming, se changer, se challenger pardon, les uns les autres, du norming, travailler les uns les autres, et performing, travailler en tant qu'unité ou en tant qu'équipe. On peut changer la page. Donc, à quoi ça sert une équipe? D'après vous, c'est quoi les fonctions d'une équipe? Est-ce qu'on peut, si on tourne la page, José, s'il vous plaît? Ben dans les faits, c'est un petit quiz que j'ai pour vous, ça. Je peux vous demander à quoi ça sert une équipe? C'est quoi les fonctions d'une équipe? Qu'est-ce que ça nous donne de nous mettre en équipe? Je ne sais pas si vous êtes à l'aise d'y aller en mode conversation, là, via le mode conversation pour envoyer quelques réponses. Donc, dans le fond, il y a 4 fonctions dans une équipe, mais d'après vous, c'est lesquelles? À quoi ça sert une équipe? Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Vous êtes tous timides? Donc, parfait. Oui, c'est très bien nommé. Vous êtes bon, c'est là-dedans. Puis pour qu'on ait ça, effectivement, dans le fond, une équipe, revenez à la base, une équipe, ça sert à produire. C'est le premier élément. Écrivez-le ça, parce qu'effectivement, là, je ne l'ai pas écrit dans ma présentation. Une équipe, ça sert à produire. Donc, c'est un des enjeux, c'est la fonction d'une équipe. Une équipe, ça sert à coordonner, donc à se structurer, à répartir les rôles, les responsabilités, les tâches, les modes de fonctionnement. Donc, on doit y accorder une attention particulière, notamment dans la période du COVID. Ce n'est pas parce qu'on fonctionnait d'une façon donnée que c'est encore là. L'autre fonction d'une équipe, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Je voyais aussi d'autres trouver des solutions, avancer des projets plus rapidement avec les forces de chacun, c'est excellent. Partager les tâches afin d'avancer dans le même sens plutôt qu'individuel. C'est excellent, vous êtes en droite ligne. Donc, produire, coordonner, donc aller dans le même sens, enligner les prestations de travail de chacun. Qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, c'est l'air de rien. Le travail, on a des instincts de groupe, des instincts grégaires, que disent les spécialistes. Puis, on a besoin du contact social. Et là, avec le COVID, l'air de rien, travailler chacun dans notre sol, dans notre cuisine, bien, il vient un temps que les seuls liens qu'on avait, c'était avec nos proches. Puis ça, c'est si on avait la chance d'avoir quelques personnes à la maison. Autrement, donc, qu'effectivement, il y avait des difficultés de ce côté-là. Fait qu'il ne faut jamais oublier le côté social qui est vraiment mis à mal dans la situation actuelle. Et le quatrième élément, c'est l'innovation. C'est de voir comment mieux travailler ensemble, donc la fameuse synergie. C'est que, un peu comme les 3 souris tantôt, elles peuvent travailler individuellement, mais si elles se concertent, elles se parlent, elles risquent de trouver des meilleures solutions que si elles travaillent tout seules. Et je vous dirais, où est-ce qu'on est rendu aussi dans la période de COVID? Actuellement, le post-mortem, l'innovation, je la vois beaucoup plus dans une logique de post-mortem. C'est de se donner des chances, des modes de fonctionnement pour répondre aux besoins actuellement. Puis vous, en tant que leader, c'est sûr que vous en avez beaucoup sur l'épaule, mais j'ai le goût de vous dire, peut-être parce que je suis un spécialiste d'équipe, de vous tourner aussi un petit peu vers vos équipes et aller chercher des solutions, discuter avec l'équipe. Qu'est-ce qui va bien actuellement? Qu'est-ce qui va bien depuis le début de la situation? Qu'est-ce qui va moins bien? Qu'est-ce qu'on peut améliorer, sachant que maintenant, on doit courir un marathon. Maintenant, on doit reproduire. Et souvent, discuter, si l'équipe est de bonne foi, si les gens sont impliqués, habituellement, on trouve les bonnes façons de faire en partageant de cette façon-là. Donc, revenez aussi, j'espère que vous avez noté les 4, production, coordination, qualité de vie au travail et innovation sont les 4.
Et à titre autocritique, essayez de vous évaluer pour vous, pour votre plan de développement sur les 4. Jusqu'à quel point, quand vous gérez, vous vous rappelez ces quatre éléments-là, pardon, pour justement vous développer. On peut tourner la page, s'il vous plaît. Donc, on va maintenant parler du leadership. On doit repenser notre leadership. C'est que parfois, quand je parlais, même avant le COVID, quand je parlais de la gestion à distance à certains gestionnaires, ils me disaient, ben Éric, comment je vais gérer le site de Trois-Rivières, je suis à Québec. OK, oui, je vais mettre des cartes à puce, je vais mettre un senseur ou de stationnement payant, comme ça, je vais savoir que c'est une carte de stationnement, comme ça, je saurai quand elle rentre. Et là, je me disais, oups, est-ce qu'on est vraiment dans une logique de gestion à distance? Je vous dirais que la majorité des employés habituellement sont de bonne foi. Il y en a malheureusement qui ne le sont pas. Ça varie d'un lieu de travail à l'autre. Puis de bonne foi, excusez-moi. Il y en a des fois qui sont de bonne foi, mais malheureusement jouent un petit peu sur l'horaire ou cherchent à jouer sur l'horaire ou même à distance aussi. Mais ce n'est pas la majorité des gens. Donc, il faut se donner les moyens proportionnels. Donc, si on commence à vouloir faire du surcontrôle, du contrôle de temps d'écran, des choses comme ça, on envoie un très mauvais message et je suis persuadé qu'on n'est pas sur la bonne voie. Donc, on va voir un peu plus comment on doit gérer ça pour justement créer la confiance au sein de l'équipe aussi. Pour créer la confiance, il faut aussi en accorder une partie. Je ne suis pas en train de vous dire d'être naïf, mais je suis en train de vous dire d'éviter le surcontrôle. Donc, on peut tourner la page, s'il vous plaît. On doit passer d'un leadership de contrôle classique à un leadership de coaching et d'engagement particulièrement utile dans un contexte multisite et télétravail. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, on va continuer, s'il vous plaît, on tourne la page. Je voulais juste vous présenter cette petite image-là. Je la trouvais super le fun, dans le sens que avant, on voulait vraiment gérer selon une logique d'être un gestionnaire. Aujourd'hui, on essaie de travailler dans les paradigmes actuels ou futurs, être un leader. Être un patron, c'est être un coach, un facilitateur. Contrôler les employés, on essaie de davantage responsabiliser. Donc, ça veut dire quoi, responsabiliser? Ça veut dire que les rôles et responsabilités sont clairs, les tâches sont bien définies et on fait quand même un contrôle périodique sur ce qui est exécuté, réalisé ou non. Pour certains, responsabiliser les employés, ça me surprend à chaque fois. C'est tout simplement, Éric, je responsabilise, je lui ai donné des tâches. Oui, mais comment tu t'assures de la réalisation des tâches? Ben non, effectivement, si on connaît les modes de fonctionnement, le fameux PODC, planification, organisation, direction, contrôle, on est dans une forme de gestion. Et on ne fait pas du contrôle à outrance. Le C pour contrôle, moi souvent maintenant, je l'appelle plus le S pour suivi, faire des suivis. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que les résultats sont atteints? Est-ce qu'on est en droite ligne? Ça, pour moi, c'est de la saine gestion. Ne pas en faire, ce n'est pas bien géré. Bien entendu, on ne gère pas un junior ou un employé difficile ou peu importe, qui a de la difficulté, il faut qu'on encadre de la même façon qu'un employé senior, qu'on sait qu'habituellement, 95% du temps, il est en droite ligne puis il va bien. Donc, on distribue notre contrôle. On ne gère pas de la même façon. Donc, j'évite de lire chacune des sections et aussi, vous allez recevoir un document synthèse là-dessus qui va vous donner des pistes. On peut tourner la page encore, s'il vous plaît. Toujours dans les paradigmes passés, avant, on souhaitait une grande servilité, donc les gens écoutent puis go, fais ce que je t'ai dit. Maintenant, on souhaite l'engagement, que les gens, oui, s'investissent et font le travail et s'engagent dans le travail. Et on y va comme ça, et ainsi de suite. On essaie de viser avant, c'était l'indépendance, pardon. Maintenant, on essaie de stimuler l'interdépendance, comme je vous le mentionnais tantôt. Donc, au lieu de travailler en silo, on essaie de s'attacher davantage. Et on peut y aller comme ça. Donc, je vais vous demander, tourne la page, s'il vous plaît. Je vais vous demander, sur un continuum de 1 à 10, de vous évaluer sur l'ensemble de ces points-là. Comme je vous ai dit, vous allez avoir un document après la conférence. Vous allez avoir la chance de regarder cela. Donc, on peut tourner la page, s'il vous plaît. Donc, un autre élément, mais un élément clé. Quand je donne mes formations, là, ça fait un bon petit bout de temps, comme je vous expliquais, je dis aux gens, une des clés, c'est bien entendu réfléchir à ton leadership, mais c'est aussi gérer l'entité équipe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que souvent, les gestionnaires veulent gérer les gens, mais individuellement. Mais là, je leur dis plutôt, vous devez définir, clarifier c'est quoi la vision, c'est quoi la raison d'être, l'offre de service, qu'est-ce que vous voulez que l'équipe fasse,
et distribuer le travail après coup. Bien entendu, on distribue le travail individuellement, mais si on veut qu'il y ait une équipe, il faut gérer l'entité équipe, donc ne pas gérer juste des individus à l'intérieur de l'équipe. La grosse différence se fait là. J'espère que je suis assez clair, mais on va continuer et ça risque de vous permettre de voir. Donc, une équipe, c'est à la fois une structure formelle, comme on l'a nommé, des rôles et responsabilités, un organigramme, des rôles et responsabilités, des façons de faire, mais aussi une structure ou une personnalité qui s'inspire de la culture, les valeurs, les normes, comment on procède ici, sur lesquelles vous pouvez intervenir. Mais bien souvent, les gestionnaires n'ont pas le réflexe, effectivement, d'intervenir et n'ont pas ce que j'appelle, moi, puis là, il y a un petit copyright là-dessus, je devrais mettre mon petit C, n'ont pas d'empreinte de leadership, même à distance. Une empreinte de leadership, l'image se veut plus comme un chien ou un pitou, un chat, peu importe, qui met la patte dans la neige ou dans le sable, il y a une empreinte. Donc, même quand vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui reste de votre gestion? Est-ce que les gens se disent, ben ah oui, je confrontais à tel problème, je sais que Chantal gérerait comme ça, Jean-Claude, Mario, peu importe qui, gérerait de cette façon-là. Donc, pour avoir une empreinte claire, il faut souvent avoir une idée, l'avoir communiqué de où l'équipe doit se retrouver, peut-être d'ici 1 an, d'ici 2 ans parfois, ou parfois quelques mois, d'ici la fin de la saison, peu importe l'échéancier, mais il faut qu'ils sachent en gros. En gros, c'est ça notre objectif. On vise ça. Ça, c'est la vision. La mission claire, c'est l'offre de service. En tant qu'équipe, je m'attends que oui, on travaille sur les remontes-pentes. On s'assure effectivement de la qualité qui est le moins de bris possible. C'est ça notre mission. On travaille de telle façon et on définit des objectifs concrets dans le but d'atteindre ça. Et votre rôle à vous, c'est d'intervenir sur cette culture-là et sur les normes d'équipe. Donc, si une des valeurs clés que vous avez, c'est, j'invente de quoi, un qui est facile, qui vient tout le temps, ben, c'est la qualité ou l'excellence. Ben, si quelqu'un, malheureusement, travaille ou botche son travail, ben, excusez le terme anglais, là, mais néglige son travail, ben, dans les faits, effectivement, vous pouvez intervenir, mais l'empreinte de leadership est claire, vous l'avez nommée, et bien souvent, vous revenez peut-être pas à chaque équipe, mais régulièrement avec l'équipe là-dessus. On peut tourner la page, s'il vous plaît. Ça, c'est une petite image que je voulais vous donner parce que c'est souvent des termes qui sont galvaudés, là. Mais la vision, c'est ce qu'on veut être, nos rêves, nos intentions stratégiques. La mission, c'est ce qu'on est. En gros, c'est notre offre de service. Les objectifs, c'est ce qu'on veut atteindre. Donc, c'est souvent le réflexe que vous avez. Vous avez des objectifs bien souvent, mais vous n'avez pas nommé votre vision. Donc, les gens ont une idée à court terme de ce qu'ils doivent faire. Et les valeurs, ben, c'est ce qui est important, c'est les comportements clés que vous voulez qu'ils soient adoptés. On tourne la page, s'il vous plaît. Une vision, là, vous allez voir, je vais faire un peu de preaching sur la vision. Une vision, en gros, c'est un processus de consolidation. Ça sert à créer une équipe. Tout le monde, que j'en ai 1, 2, 8, 10 au sein de l'équipe, ils savent en gros vers où on doit aller. C'est aussi un instrument d'intégration, c'est un outil de mobilisation. Ça sert à mobiliser les gens, mais c'est aussi un cadre de gestion. Ça vous permet de ramener les gens vers la droite ligne si c'est nécessaire. Donc, on tourne la page parce qu'on peut avoir une vision d'équipe. Vous, en tant que gestionnaire, où est-ce que vous voulez que votre équipe soit rendue dans 3 à 5 ans? Où est-ce que vous voulez que votre équipe soit rendue à la fin de la saison prochaine? C'est peut-être des questions que vous devez vous poser, mais que je trouve que malheureusement, les gestionnaires ne font pas assez souvent. Si vous deviez quitter l'équipe dans 1 an, dans 5 ans, dans 3 ans, peu importe le délai, qu'est-ce que vous voulez laisser derrière l'équipe, à l'équipe? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous plutôt? Comme mode de fonctionnement, comme au niveau du mode de fonctionnement, au niveau des comportements, au niveau de ce qui est réalisé. C'est des questions que vous devez vous poser, ne serait-ce qu'après la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous voulez avoir laissé en tant qu'équipe? Je faisais du coaching la semaine dernière à un gestionnaire d'une municipalité, puis il me disait, dans le fond, moi, Éric, mon but après cette situation-là, je veux que l'équipe soit sur pied, qu'on ait appris de cette situation-là, mais qu'on ne soit pas plus amoché, excusez le terme, mais c'est son terme, qu'avant la période. Moi, c'est mon objectif. On va continuer à produire là-dedans, mais mon enjeu premier à moi est celui-là.
Donc, est-ce qu'on peut tourner la page? Ah, je vois une question très à propos dans le contexte COVID. Bien, effectivement, j'ai voulu rectifier, pas rectifier, on peut quand même, comment dire, avoir une vision stratégique, dire dans 5 ans, objectif, je peux avoir une vision, mais compte tenu de la période du COVID, 3 à 5 ans, c'est loin, puis c'est bien noté, mais je l'ai nommé aussi, ça peut être à la fin de la saison. Vous pouvez avoir une vision aussi pour la fin de la période du COVID. Mais l'important, ça serait de ne pas, l'erreur que vous feriez, à mon avis, c'est de vous laisser porter par les événements et ne pas en avoir aucune, peu importe la durée. C'est à vous peut-être en fixer une à court terme, mais je dis toujours qu'une vision, comme une planification stratégique, c'est vivant, c'est malléable, ça doit bouger. Et on s'attend en tant que leader que vous ayez ça, une vision, que vous ayez une idée vers où vous devez amener l'équipe. Ah, ça, c'est tout simplement, peut-être vous avez eu la chance de lire pendant que je parlais. On pourra le relire, mais c'est plus quelqu'un qui dit c'est le fun de communiquer sans avoir d'objectif ou de destination, mais c'est bien plus louable d'avoir une vision pour savoir, pour atteindre ce qu'on s'est fixé comme objectif ou comme endroit de destination. On peut tourner la page, s'il vous plaît. Et donc, à partir du moment où on a une vision d'équipe pour une équipe, on essaie, on appelle ça l'alignement organisationnel. On essaie de définir après ça des alignements pour l'équipe. Après ça, enligner les objectifs individuels de chacun sur les objectifs d'équipe, qui les objectifs sont alignés sur l'organisation. Et après ça, encourager le sentiment d'efficacité collective. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand que vous parlez avec Mario ou Julie ou Chantal, ben vous dites hey, tu vois, tu fais telle portion, Anne-Marie travaille là-dessus, Chantal travaille là-dessus, et vous essayez, quand vous le pouvez, créer des collaborations, mais lorsque ce n'est pas possible, c'est à vous de nommer l'effet sur l'équipe de chacune des tâches pour créer le sentiment d'équipe et valoriser la collaboration. On peut changer la page, s'il vous plaît. J'ai un petit quiz rapide. Larson Lafasto, c'est, comme le disait, excusez, j'ai Elvis Gratton. Aussi, Elvis Gratton, Think Big, là, ils l'ont l'affaire, les Américains. Ben, effectivement, Larson Lafasto, ces deux Américains, ils ont fait une étude auprès de 6 000 membres d'équipe. Ils ont posé plusieurs questions, mais il y avait notamment une des questions qui leur demandait, c'est qu'est-ce que les membres d'équipe reprochent le plus à leur supérieur immédiat? Donc, il y a plusieurs choses qui ont ressorti. Tous ces choix-là étaient là à différents degrés, mais il y en a 2 qui ont ressorti. À votre avis, c'est lesquels? Qu'est-ce qu'on reproche habituellement le plus à nos supérieurs immédiats d'après vous au sein des équipes? Donc, un joueur d'équipe, un membre d'équipe, qu'est-ce qu'il reproche le plus habituellement à son supérieur immédiat? Je vous laisse y répondre si vous le voulez bien. Priorité problème, j'entends. Pas gérer les problèmes, manque de disponibilité, vous êtes pas mal. Manque de reconnaissance, oui. Aussi, je le lis. Effectivement, ça fait partie des critères. Si vous permettez, dans l'étude de Larson-Lafasto, j'en ai un autre, l'écoute, effectivement. Au niveau de Larson-Lafasto, ce que j'entendais, ce que je lisais, pardon, qui ressortait au niveau des analyses statistiques, c'était davantage ne pas gérer les cas problèmes au sein de l'équipe. Pour eux, c'est ce qui est ressorti. Donc, un classique, il y a un problème dans l'équipe, que ce soit structurel ou même plus des individus, et supérieur immédiat fait donc attention pour ne pas le voir puis pas le gérer, cette situation-là. Et l'autre, c'était ne pas gérer les priorités. Les employés ont 28 000 choses à faire. Je ne sais pas, je suis un employé, j'ai 8. Il n'y a aucune bonne réponse de M. Junot. Là. Il n'a pas répondu, M. Junot. Ben non, puis il va avoir un prix en plus. Ça va pas bien. Donc, c'est ne pas gérer les cas problèmes au sein de l'équipe et ne pas gérer les priorités. Donc, un classique, un employé qui a 8 priorités, il ne sait pas où donner de la tête, il est fatigué, il tire de la langue. Il se dit, bon, ben, je vais en parler à mon supérieur immédiat. Finalement, il va voir son supérieur immédiat. Le supérieur immédiat, ben, regarde, finalement, elles sont toutes importantes. By the way, j'ai aussi telle demande, telle demande. Finalement, l'employé sort du bureau, puis il y a 14 priorités devant lui.
Ce qu'on s'attend d'un supérieur immédiat pour gérer les priorités, c'est qu'il connaisse suffisamment le travail ou les enjeux associés aux employés et qu'il soit capable de décanter avec lui les priorités. Je sais que des fois, ça roule, il faut tout faire, il faudrait avoir 28 employés de plus. Mais ce n'est pas nécessairement la solution de mettre tout le monde la langue à terre. Souvent, c'est de décanter avec les personnes et de dire, bon, ben regarde, tel projet, je vais le mettre un petit peu sur la glace. Je vais appeler Jean-Claude pour lui dire qu'effectivement, je vais le décaler de quelques jours. Puis, il essaie de gérer avec vous, vous gérez avec eux les priorités. Le manque de reconnaissance, moi, curieusement, sur le terrain, c'est celui que j'entends le plus quasiment. Ça n'a pas ressorti dans l'étude de Larsen Nafasto, mais moi, c'est celui que j'entends avec davantage ne pas gérer les cas problèmes au sein de l'équipe. On peut tourner la page, s'il vous plaît? Donc, quel contexte multisite là-dedans? Comment on gère? On tourne la page. Donc, vous voyez, il y a des avantages pour les supérieurs immédiats de gérer à distance. Souvent, on est moins dérangé à court terme, il y a moins de gens qui viennent cogner à nos bureaux, il y a différentes choses qui ressortent pour certains. Si on tourne la page, pour les employés également, il y en a. Donc, développer son autonomie, enrichir son réseau de contacts, bon, ça varie. Mais souvent, la difficulté, c'est avoir moins l'aide directe. C'est plus difficile de décrocher le téléphone pour appeler son patron que d'aller vite le croiser dans le corridor où je sais qu'à la machine à café, il est là à telle heure, je vais le voir puis je jase de tout ça. Donc, c'est plus difficile. On tourne la page. Donc, je ne vous ferai pas le quiz, je vois le temps qui avance, mais en gros, il y a 3 C de la gestion à distance. On parle davantage la confiance, je vous l'ai nommé tantôt, la confiance, c'est la base des équipes. On a la compréhension, donc bien comprendre la situation de l'employé à distance et la communication, si on tourne la page, s'il vous plaît. Donc, la confiance, c'est la base des équipes et particulièrement dans un contexte multisite. Vous l'avez constaté tantôt, j'ai eu une question très à propos là-dessus, comment créer la confiance. Il y a plusieurs façons. Il faut être à l'écoute, être disponible, effectivement. Ça, c'est Kayat qui dit ça, privilégier l'équité. S'assurer d'être équitable dans notre gestion, respecter vos engagements, mettre en cohérence la vision et l'action. Mais aussi, c'est assumer son rôle de leader, guider, accompagner l'équipe. C'est à la base mettre en place les conditions pour que l'équipe aille bien. Si je vais avec l'autre C, c'est la compréhension. J'entends des gestionnaires, c'est comme parfois ils pensent que les employés sont dans la même situation que quand ils étaient à leur bureau, mais maintenant avec une autre réalité. Mais pour eux, c'est comme s'ils étaient toujours au bureau. Ils ne tiennent pas compte que le conjoint est aussi sur place, que les 3 enfants d'âge secondaire sont à la maison, et ainsi de suite. C'est comme là, il y a effectivement une profonde incompréhension à certains égards dans la période du COVID actuellement. Et oui, malheureusement, il y a parfois une baisse de productivité, mais il ne faut pas ajouter de l'huile sur le feu. Et oui, il y a une distance psychologique qu'il dans le fond, l'enjeu premier que vous avez, c'est de préserver et limiter la distance psychologique avec vos employés. Donc, c'est quoi? C'est le niveau de perception que les gens ont que vous êtes prêts et que vous pouvez les accompagner. J'entends des gens qui me disent « Ah, Éric, je sais que je ne suis pas proche, mais je décroche le téléphone, j'y envoie même des textos, puis il me répond assez vite quand il le peut. Je sens qu'il est proche. » C'est ça qu'il faut qu'on limite dans notre gestion à distance. On peut tourner la page. Ça, c'est plus un petit SWOT, c'est des techniques, c'est des outils, mais que je vais vous laisser checker sur Internet. On peut tourner la page. Oui, OK. Bien évaluer l'environnement, donc identifier les personnes d'influence, éviter d'être un Don Quichotte, donc d'en prendre trop large de votre côté. Aussi responsabiliser les employés, c'est un peu ça que ça veut dire. On peut tourner la page. Je vous parlais tantôt, les 3 C. Le troisième, c'est la communication, la force de l'informel. On doit souvent compenser l'informel. On doit trouver des façons de formaliser la communication. Ce qui se faisait naturellement d'un bureau à l'autre ou sur le terrain, j'allais les voir tout le temps à 8 heures. Bien, dans le fond, peut-être vous devez recéduler des rencontres périodiques, ne serait-ce qui durent 15 minutes le matin pour rejaser avec toute l'équipe, puis remettre tout le monde en ligne, tout le monde et peut-être faire un petit plan de communication. Donc, qu'est-ce que je dois communiquer à qui et comment et quand?
Donc, vous asseoir peut-être, puis faire une petite mise à jour là-dessus. On peut tourner la page. Et la section D, recommandations pour améliorer l'efficacité des équipes à distance. On peut tourner. Il y a 4 recommandations. Je vous ai parlé tantôt de l'importance de créer, gérer l'entité équipe. On va l'aborder un petit peu, mais rapidement. On va avoir, parce que j'en ai parlé dans le détail, avoir un style de gestion s'appuyant sur le management de proximité, ça veut dire quoi? Optimiser la circulation d'informations et exercer des suivis collaboratifs. Donc, on peut tourner la page. Je vous l'ai dit tantôt, ça repose, créer, gérer l'entité équipe, ça repose principalement sur vos épaules. Donc, comment vous créez l'équipe? Comment vous facilitez l'interdépendance entre tout le monde? Est-ce que vous vous assurez que Mario et Chantal travaillent en équipe? Est-ce que vous donnez des mandats pour qu'ils travaillent en équipe? Ça fait partie de vos responsabilités pour améliorer l'efficacité ou l'empreinte de leadership, la mission, la vision, vos objectifs. Est-ce que vous les nommez, vos objectifs à l'équipe? Et après ça, est-ce que vous distribuez le travail? Après ça, bien entendu, on est toujours dans gérer l'entité équipe, mais toujours l'important d'établir des consensus. Donc, on valorise, pardon, on valorise, on responsabilise nos employés autant que possible. Donc, on continue. Vous êtes rendu à une étape où est-ce que je pense, je vous parlais tantôt de faire un genre de post-mortem, faire une petite séance de team building, de dire comment ça va l'équipe depuis la période du coronavirus. Moi, je le recommande à de nombreuses équipes. Je parle aux gestionnaires, puis c'est souvent ça qui émerge. Donc, prenez le temps de vous parler. Une équipe, c'est un peu comme une relation d'amitié, une relation avec une autre personne. Si on veut que ça marche, il faut en prendre soin, il faut qu'on s'en parle. Donc, rétablir, est-ce qu'on est en droite ligne? Est-ce que ça va? Regardez, on vient de courir un 100 mètres, là, c'est un marathon. Comment on travaille ça ensemble? Puis, regardez, c'est normal d'être insécure, c'est normal que ça n'aille pas bien. Vous avez cette vision-là, on va redresser ça ensemble et on va le travailler ensemble. Mais faites pas l'erreur de ne pas redresser le tir actuellement. Donc, on peut changer la page. Parler aussi dans des séances de team building, pour moi, c'est parler des choses à faire et à ne pas faire, comment on travaille ensemble. C'est quoi les bonnes pratiques qu'on a depuis le début? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Il y a des bonnes choses que vous avez faites. Donc, comment on a bien travaillé? Comment on travaille pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut continuer de faire d'ici la fin de l'été? D'ici, si on commence à prévoir la prochaine saison, est-ce qu'on se fait un plan A, un plan B, puis un plan C? Comment on essaye de travailler ça? Donc, régler rapidement et se faire une charte d'équipe. Donc, comment on fonctionne entre nous? On peut changer la page. Donc, le management de proximité, souvent, je pose la question, regardez là, maintenant que la période de télétravail, vous consacrez combien de temps, d'après vous, à la gestion individuelle et d'équipe? Puis là, les gens me sortent un chiffre. Puis là, je leur demande de réfléchir avant la période du COVID, à combien de temps vous consacriez? Combien de temps vous consacriez à vos équipes? Et là, souvent, je vois des hurons. Dans le sens que si on calcule l'informel que vous utilisez, les rencontres formelles, vous consacriez pas mal plus probablement de temps à la gestion d'équipe qu'à la période du COVID actuellement. Ou certains autres vont me dire, non, Éric, je suis toujours en visio, je suis toujours dérangé. Ah, là, dans ce cas-là, il faut peut-être réviser le tir et re-questionner vos pratiques de communication au sein de l'équipe. On change de page. Donc, le style de management, ça le dit. Avez-vous des mécanismes de socialisation? Il y en a qui se font des petits 5 à 7. Il y en a qui se disent le mardi et le jeudi, on se parle d'une demi-heure, on parle des sujets d'équipe, mais on parle aussi de comment on voit le travail, de ce qui s'en vient. Il faut réfléchir à inclure, excusez, l'image a décalé sur la page. Donc, se déplacer aussi de façon, ou du moins communiquer avec l'équipe de façon à produire une valeur ajoutée. C'était ça qui est en dessous de l'image. On peut tourner la page, s'il vous plaît. Donc, toujours le management de proximité, vous devez vous assurer de limiter la distance psychologique, ne serait-ce que prévoir des moments, prévoir des sessions où vous parlez one-to-one, mais en équipe aussi. Donc, organiser de façon périodique des rencontres face à face, être disponible au bout du fil ou par courriel. Je vous en demande beaucoup, j'en suis conscient, mais il faut essayer de trouver la façon de limiter la distance psychologique et je vous ramène au fait que probablement vous le faisiez déjà dans votre mode de fonctionnement. On peut changer la page. Tournez la page, s'il vous plaît. Merci. Et donc, formaliser les moyens de communication et
trouver les façons de bien collaborer. Je sais que la majorité d'entre vous êtes maintenant des maestros avec Zoom, avec Webex, avec Teams, peu importe lequel on va nommer. Bien oui, mais les outils sont là pour vous aider. Donc, trouver des moments de coordination et les formaliser davantage. Peut-être augmenter plus les rencontres et en faire des plus petites. On peut tourner la page, s'il vous plaît. Donc, ne pas vous appuyer juste sur vos outils, mais aussi parfois distribuer votre travail, vos responsabilités à distance. Pour telle question administrative, Chantal est bonne, bon, ben, je lui distribue. Donc, pour éviter que tous les canaux aillent uniquement pour vous, un peu comme une logique de distribuer les responsabilités au sein de l'équipe aux personnes de confiance, bien entendu. On peut tourner la page encore. Mais je vous le dis, vous êtes vraiment plus rendu à une étape de faire votre auto-évaluation du mode de fonctionnement de l'équipe. C'est ça que je fais ressortir quand j'interviens auprès des équipes. Donc, faire un point de vue critique. Est-ce qu'on a trop de courriels? Si nous, au sein de l'équipe, on convient de comment on s'envoie les courriels, à quel sujet, les fameux CC ou peu importe, ou même la communication à distance, on ne communique pas assez ensemble. Donc, vous faire des protocoles de communication entre vous, c'est une très bonne façon de récupérer la situation. On peut tourner la page. On peut faire la même chose aussi avec les messages téléphoniques. On ne s'appelle pas de telle à telle heure à telle heure. C'est des périodes de travail, mais le mardi, entre 10h et midi, c'est open bar. On appelle, on peut avoir des communications. Mais souvent, ça simplifie les choses. Mais convenez de protocoles. Et je pourrais vous en nommer, mais il faut que ça colle à la peau de chaque équipe. On tourne la page, s'il vous plaît. Et bien entendu, votre rôle, je l'ai dit tantôt, c'est de gérer, c'est de faire des suivis. Je vous ramène au PODC, donc planification, organisation, direction, contrôle. Avant, c'était facile, vous aviez tout le monde dans le visage, ou du moins vous étiez sur place, une façon de parler dans le visage. Donc, vous aviez tout le monde sur place. Là, maintenant, ils sont à distance. Vous devez peut-être avoir un tableau de bord, une structure un peu plus définie des suivis que vous devez faire et ça, personne ne va le faire à votre place en tant que gestionnaire. Donc, vous devez vous organiser et inclure, si possible, la dimension sociale. Donc, comment j'inclus la dimension d'équipe au sein de mon équipe? On peut tourner la page, s'il vous plaît. Donc, ça, c'était juste des petits exemples de partage d'outils. On peut tourner la page. Donc, je ne sais pas si actuellement on approche la période de questions. Il y a des outils que je vous ai distribués ou José, Madame Cusson, pardon. Vous allez avoir notamment un document, là, il s'appelle Plan de match. Je l'ai conçu en fonction des stades d'équipe. Vous allez voir des étapes clés que vous devez passer au travers pour les 4 stades d'équipe pour voir si vous l'avez fait. Je vous ai aussi, vous allez aussi recevoir des trucs en vrac que j'ai puisés sur le terrain. Comme je vous disais, ça fait 2 ans, pardon, cette formation-là sur la gestion à distance, webinaire et ainsi de suite. Donc, il y a quelques trucs que les groupes m'ont donné au fil du temps. Puis, je vous en ai mis quelques-uns sur papier, mais en même temps, je ne sais pas si vous avez des bons trucs que vous aimeriez partager spontanément. Peut-être avez-vous le goût et le temps ou même des questions au travers. Je suis là 15 minutes pour vous et je vous écoute. Soit des trucs multisites que vous aimeriez partager avec vos collègues, ça, c'est les références, ou vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi. Parfait. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des bons trucs multisites à partager? Bien, merci. C'est intéressant. Sur la confiance, oui, bien, j'ai un petit rappel. Pour la confiance, comme je l'ai nommé, la confiance, je dois vous avouer, s'il y avait une recette parfaite, c'est, dans le fond, la personne qui le trouve, là, c'est comme la poule aux œufs d'or. C'est comme ce que tout le monde recherche, mais souvent, la confiance, c'est de multiples actions. Donc, oui, se mettre en mode de gestion. Premièrement, vous avez un rôle de gestionnaire que vous devez assumer.
la façon que vous l'assumez également. Je vous ai donné quelques trucs, comme la question avait été posée par M. Lapointe, comment créer la confiance là, pour un gestionnaire là, qui a de la difficulté? Bien, effectivement, donc il doit gérer l'équipe, il doit assumer son rôle de gestionnaire. Dans le comment se mettre dans un rôle de gestionnaire d'équipe et donc laisser aller un petit peu le contrôle lui-même en créant la confiance et en suscitant la confiance au sein de l'équipe. Et après ça, bien entendu, là intervient de nombreux éléments là, qui sont un peu plus difficiles. Parfois, se faire coacher peut être une façon, parfois décanter aussi avec quelques joueurs clés au sein de notre équipe, de voir comment ça va, prendre le pouls au sein de votre équipe, voir est-ce que ça va, est-ce que la confiance est là, est-ce qu'on a des difficultés. Mais moi, je vais vous avouer que bien souvent, il y a des causes soit structurelles, donc les rôles, les responsabilités, premièrement, la vision, mission du gestionnaire ne sont pas claires. Les raisons structurelles, c'est aussi les rôles, les responsabilités ne sont pas bien définis. Et après ça, intervient les variables comportementales. Donc, comment il assume son rôle, comment il coach les équipes, comment il les accompagne. Ça devient effectivement le fer de lance et de comment le gestionnaire peut bien gérer la confiance. Comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de créer la confiance, mais en même temps, c'est facile. Mais il n'y a pas de réponse parfaite. J'espère y répondre du mieux possible. J'ai une question ici. Besoin d'un peu d'alignement pour bien vivre dans une entreprise où les gens de terrain sont présents, mais les gens de bureau sont à distance pour respecter au maximum les règles gouvernementales, puis nous montrer à tous qu'on est une équipe et que tout le monde travaille. Oui, là, il y a effectivement, je dois vous avouer que ça va augmenter avec effectivement le rappel au travail de certaines personnes. D'autres vont rester en confinement. Pourquoi lui travaille? Parce que certains travaillent à la maison, pour que lui ne travaille pas. Il faut ramener, quand je vous parlais tantôt de ramener l'équipe, dire on est l'équipe, on travaille en équipe, compte tenu de la situation particulière, chacun a un rôle à jouer et dans le but de répondre aux contraintes, on doit demander à chacun de jouer son rôle, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait moins d'équipe. Et parfois, c'est de partager, je vous parlais tantôt, de bien partager l'interdépendance, de nommer, oui, un tel travail à distance sur tel aspect, il n'est pas sur le terrain, mais ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas pour autant, mais c'est de rappeler les objectifs globaux et comment chacun y contribue individuellement. J'avais une question aussi, donc merci M. Lachance. J'avais aussi un point de M. Lapointe. Le team building, devrait-on prioriser le sondage anonyme auprès des membres de l'équipe avant de procéder à une discussion avec tous les membres de l'équipe? Ça, je dois vous avouer, ça dépend le degré de maturité de l'équipe. Il y a des équipes que discuter à brûle pour point de sujets, ça se fait, ça va bien. C'est vous qui êtes les mieux placés pour bien sonder votre équipe et savoir la meilleure façon. Je dois vous avouer aussi, si vous avez sur une équipe de 5-6, peut-être un ou deux leaders négatifs que vous savez qui risquent de tirer de telle barre, bien moi, je le sonderai en premier. J'irai voir où sont ces points de critique, qu'est-ce qu'il y en est, puis j'essaierai peut-être de sonder les autres membres d'équipe pour bien pas avoir de surprise là, quand je vais mettre tout le monde en ligne. Ou que je vais poser la question à tout le monde. Mais encore là, ça dépend du degré de maturité de chaque équipe. Parce qu'il y a des équipes que se poser spontanément la question à tout le monde. Si l'équilibre est là entre le supérieur immédiat et chacun des membres d'équipe, habituellement, les gens parlent pour la majorité des équipes. C'est des très bonnes questions. Est-ce que vous en avez d'autres? Moi, je suis disponible et disposé, bien entendu, selon la thématique. J'espère bien répondre aussi là, aux questions qui sont soulevées. Merci. Bonjour, M. Rochon. Bonjour. Ah, ben merci. Très, très gentil pour le commentaire. Je pensais que c'était une question. Merci. Gênez-vous pas. Posez-moi des questions, mais je veux surtout que vous vous refocusiez. Vous êtes essoufflé, je parle à de nombreux gestionnaires d'équipe, vous êtes essoufflé, c'est normal. Puis, je ne veux surtout pas que vous vous culpabilisiez par rapport à ça, mais je pense que c'est important de vous reconsolider, de faire un repli stratégique, de re-questionner vos façons de faire, quitte à aller les enligner à nouveau pour courir le fameux marathon qui est devant vous. Puis, je sais qu'il y a de nombreuses questions aussi en gestion des ressources humaines qui restent à répondre. Et ça, je dois vous avouer que vous êtes bien appuyé par l'association pour le faire. Mais moi, là, profitez là, de ma tribune.
j'ai encore quelques minutes devant vous et ça me fait plaisir là, de vous accompagner là-dedans. Donc, je déduis que peut-être on a Il y en répondu. a, Oui. oui, Éric, il y en a une dernière. Ah oui. Oui. Ben, deux dernières. Ah! Ah, c'est assez cute. J'ai vu toutes sortes d'affaires. Dans le sens que des fois, je parlais à des gens qui étaient en télétravail. Un moment donné, au cadre d'une organisation, sa petite fille est arrivée avec une brosse, puis elle a commencé à lui brosser les cheveux. Je vois la question sur comment doit-on parler à nos enfants du fait du télétravail, surtout les plus petits. Une autre fois, un qui est arrivé avec son ballon de soccer, puis là, il voulait jouer au soccer avec son papa, puis là, non, c'était sa maman cette fois-là. Puis oui, c'est pas facile. Ben, c'est peut-être de le nommer. Je dois vous avouer, je n'ai pas fait énormément de recherches là-dessus. Je suis persuadé qu'il y a déjà des choses qui existent, qui ont été faites. Mais moi, je vous dirais que déjà de nommer des moments précis, dans le sens que le moment où il ne faut vraiment pas vous soyez dérangé ou quand vous pouvez être dérangé, déjà, ça va aider. Quand il est tout petit, c'est sûr que si vous êtes le seul adulte dans la maison, là, c'est une question qui est difficile à répondre parce qu'il y a plusieurs variables. S'il y a plusieurs adultes dans la maison qui peuvent s'occuper des tout petits, bien là, c'est plus facile. S'il y en a juste un et vous êtes le seul, puis qui n'est pas en âge de responsabilisation, là, je dois vous avouer que vous n'avez pas le choix de les accompagner, quitte à préparer quelque chose à côté, mais on sait bien que lire un petit livre, faire un dessin, ça fait son temps et on n'a pas le temps. Bien, il y a l'imperfection associée à cette situation-là. J'aurais aimé être plus précis, mais je ne suis pas le spécialiste des enfants. Et là, mes ados sont ados. J'ai d'autres problèmes que je dois gérer. Donc, M. Réal veut prendre la parole maintenant. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, tu sais que la période COVID-19 a amené beaucoup de stations à prendre des décisions qui sont pas toujours faciles, soit envers le choix des employés qu'on doit garder comme étant ceux qui sont peut-être prioritaires, d'autres qui sont prioritaires mais il fallait prendre des décisions donc sont peut-être mis en deuxième rang. Il va y avoir un après-COVID. Il y a des gens qui vont avoir des séquelles probablement là, au niveau je dirais, pas l'humilité, mais de se sentir un petit peu peut-être délaissé par cette période-là parce que d'autres ont peut-être priorisé. De quelle façon il va falloir peut-être réagir lorsqu'arrivera la période après COVID pour justement regrouper tous les gens pour qu'on reparte vers le même objectif d'un succès d'une saison? Tu vois, dans les faits, on a eu une petite rencontre préparatoire, là, José et Réal. Là-dessus, on a discuté de ça. En soi, c'est une thématique, là, de le retour au travail. La thématique d'aujourd'hui vise beaucoup le télétravail, là, mais je vais quand même y répondre un petit peu. Bien entendu, moi, je suis plus dans une logique, puis je ne peux pas y répondre parfaitement là, en quelques minutes. Le retour au travail va se préparer. On va être beaucoup dans une logique de un peu de gestion de changement dans le sens de prévoir les coûts. Essayer de voir de quelle façon. Il va y avoir effectivement, je l'ai nommé tantôt, le COVID s'est fait un peu à la course, le télétravail s'est fait un peu à la course. On a essayé de prendre les meilleures décisions en toute humilité, mais c'est une situation sans précédent. Et j'ai le goût de nommer dans l'humanité, là, sans mettre ça too big, là, mais ça ne s'est jamais produit. Donc, il y a effectivement quelques décisions imparfaites ou parfaites, mais mal acceptées aussi. Et c'est peut-être ça, reconsolider pourquoi vous avez pris ces décisions-là, à quel moment, qu'est-ce que justifié, et peut-être faire un message préventif en prévention. Mais là encore là, je m'hasarde sur quelque chose qui est plus complexe que les quelques phrases que je vous présente là. Il y a toute la préparation que vous devez y faire de ce retour au travail-là, faire du damage control et vous assurer de reconsolider vos décisions. Et si vous avez fait une erreur, vous avez eu des difficultés, moi je suis beaucoup dans une logique d'humilité, de voir comment on peut rattraper ça s'il y a lieu de rattraper. Et sinon, de le nommer, puis de dire, bien, regarde, c'est à refaire, voici comment je procéderais, mais maintenant, c'est pas, puis là, on en est là. Puis d'essayer de voir, mais de faire des faux fuyants. Moi, je suis beaucoup dans une logique de créer la confiance avec les gens
Et si on a des faux fuyants, on s'invente des fausses raisons, on a eu une difficulté, moi, je trouve qu'on peut ne pas céder parce que le but, c'est de travailler à long terme. C'est un marathon, ce n'est pas du court terme. Mais vous avez eu à prendre des décisions dans l'urgence qui, comme je l'ai nommé, peut-être n'étaient pas parfaites ou étaient bonnes, mais mal acceptées, puis que là, maintenant, il faut rattraper. Et c'est de revenir peut-être individuellement avec quelques personnes, faire du damage control et leur en parler. Et ça peut peut-être aider. Mais pour moi, en tout cas, j'aimerais être beaucoup plus clair, M. Lapointe, mais c'est très difficile d'être plus... c'est très complexe ce que vous venez de me nommer là, mais moi, c'est la meilleure approche à avoir. J'ai une autre question sur le télétravail. Effectivement, je crois beaucoup qu'on doit travailler un peu plus par objectif pour les catégories d'emploi qu'on peut le faire que le temps de travail. Le temps de travail est difficile à quantifier à distance et donc, oui, définir des objectifs et encadrer, supporter les employés, vous montrer disponible pour les accompagner là-dedans. Et c'est à eux aussi à verbaliser, ah oui, c'est faisable pour moi, c'est bon, ça va bien, et on avance doucement là-dedans. J'ai une petite question aussi. J'espère, M. Lachance, j'y réponds, mais vous avez effectivement, on essaie de travailler par objectif quand on le peut à distance. J'ai eu une question aussi en privé. Comment on fait pour déterminer le degré de maturité d'une équipe? Bien, déjà, les stades d'équipe que je vous ai verbalisés, que je vous ai décrits tantôt, c'est un indicateur. Donc, faites le petit test et voyez où se trouve votre équipe. Si votre équipe se trouve au stade 2, affrontement, effectivement, poser des questions en personne, tout le monde, l'équipe autour de la table, vous savez déjà d'avance que Chantal et Anne-Marie vont se prendre devant tout le monde, ça ne marche pas. Vous savez déjà que Mario va vous pointer parce que ça ne roule pas bien. Bien, effectivement, des fois, de travailler un peu plus en individuel dans un premier temps permet de désamorcer des choses. Et après ça, de revenir en équipe, vous faites une prévention. Et oui, pour déterminer le degré de maturité d'équipe, les stades d'équipe sont là, ça nous aide effectivement. Sans dire que les 4 stades correspondent au stade de l'enfance, le stade 1, l'enfance, le stade 2, l'adolescence, le stade 3, l'adulte et le stade 4, l'adulte accompli ou selon les échelles de Maslow en actualisation de soi, mais ça donne une petite indication quand même. C'est dur, hein? En 1 heure, j'essaie de vous passer plein de notions que je donne déjà une formation de 2 jours là-dessus, sur la gestion d'équipe. Et je dis aux gens que je donne la formation sur la gestion d'équipe depuis 10 ans à l'Université Laval, que je pourrais passer effectivement 2 semaines avec eux sur ces thématiques-là. Donc, j'ai essayé, j'espère, de vulgariser, de vous présenter l'essentiel, de vous permettre d'avoir des outils. Vous allez recevoir des documents et abusez-en, là. Dans le sens, c'est à vous. Mais je vous demanderai, s'il vous plaît, de le garder pour vous. Parce que, ben oui, vous et vos équipes de travail, parce que moi, je l'ai fait via l'association, mais c'est quand même mon matériel. Donc, s'il vous plaît, oui, l'utiliser dans vos équipes à vous, dans votre organisation, mais pas le distribuer à tout le monde, s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric, de cette présentation-là. J'espère que